Bonjour à tous. Avant de s'attaquer à celui-ci, donc il arrive tardivement. Hein. Faut se dire, mais pourquoi j'ai pas présenté ça avant? Après tout, j'avais déjà bien présenté les boutons, les text fields ou ce genre de choses, d'ailleurs en passant assez vite, parce qu'une fois qu'on en a présenté un, c'est pas très compliqué de faire les autres. Bah, le problème de la JTable, qui est un élément qui vous permet de représenter des listes d'éléments sous forme d'une grille. Alors, il faut se méfier en fait, parce que c'est pas une grille, hein. C'est pas vraiment une grille, c'est vraiment une table au sens des tables de base de données. C'est-à-dire il y a un lien entre les éléments d'une ligne. Donc il faut plutôt le voir comme quelque chose qui permet de représenter des lignes. Et sur chaque ligne, vous avez découpé logiquement vos données en colonnes. Mais il n'y a pas, hein, il ne faut pas le voir comme chaque case de la table, de la grille que vous obtenez au bout est indépendante. Hein, mais bon, peu importe. Ok. La difficulté ici, c'est que pour une JTable, évidemment, les fonctionnalités sont riches. D'abord, on peut effectivement vouloir une édition dans ces tables. Alors, peut-être que pour certaines lignes, certains éléments sont éditables et pas d'autres. Et ça en fonction de chaque ligne. Donc déjà, ça représente une certaine difficulté. D'autre part, c'est pareil, certains éléments sur les lignes ne doivent pas être représentés de la même manière. Pas forcément la même police, etc. Donc il faut pouvoir contrôler tout ça. C'est pas trivial. Donc ce qui est attaché derrière pour faire fonctionner ça, bah, c'est que souvent, il y a, enfin c'est pas souvent, c'est sûr, il y a un modèle. Donc comme c'est pas quelque chose que je présente au départ, quand je vous présente les J-buttons, je vous dis pas qu'il y a des modèles derrière de buttons, qu'il y a des button modèles. Bon, maintenant c'est fait. Bon bah il faut s'habituer à ça. En Swing, vous avez des modèles partout. Donc pour tous les éléments, vous avez des modèles. Pour la table, pour les JTables, eh bien vous avez le table model. Le table model, c'est l'objet qui contiendra justement le modèle des données qui seront affichées par la JTable. Bon, puis en plus, il y a une autre fonctionnalité, par exemple, compliquée sur les tables, c'est que vous voulez éventuellement trier les données d'une table. Hein, donc vous avez, je sais pas, vous représentez chaque ligne de la table, c'est un étudiant, et puis les colonnes, c'est les notes qu'il a eues. Alors vous voulez trier ça par, je sais pas quoi, le nom des étudiants, leur numéro, ou alors trier par les résultats de interface graphique, ou je sais pas quoi. Hein. Bon, bah, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous pouvez associer ce qu'on appelle des row sorters, c'est-à-dire des trieurs de colonnes, avec des algorithmes. Évidemment, derrière, il y a un algorithme de tri qui est caché. Enfin, en tout cas, il y a un critère de tri qui est caché. On va voir comment ça fonctionne. Et puis l'autre chose, c'est que donc vous avez le modèle des données, une partie du modèle de présentation qui est liée simplement au fait que vous allez associer des filtrages de tri, par exemple, pour des colonnes. Et puis, vous allez pouvoir aussi associer, évidemment, modifier l'apparence des cellules de la table. Et ça passe par des table cell renderers. Bon, ça fait beaucoup d'objets, mais c'est comme ça. Bon, peut-être que plutôt de regarder indéfiniment ces documentations dans lesquelles vous trouverez des choses, bien sûr, un peu plus techniques, on va peut-être essayer de déplier carrément l'exemple. J'ai dû faire un exemple. Je regarde vite fait si il y a quelque chose de nécessaire à vous présenter avant l'exemple, mais je ne crois pas. Allez, on va prendre le JTable exemple et on va voir ce qu'il fait déjà. Je ne sais même plus. Et puis, on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc c'est le JTable. Alors c'est le JTable exemple, on va voir.
Un exemple comme un autre, hein, peu importe. Bon, alors j'ai des lignes avec des... Alors comme nom, j'ai pas mis de nom, hein. J'ai mis des numéros, mais peu importe. Vous voyez l'idée, hein. Donc on peut attribuer des notes à des étudiants, ils ont des notes, je sais pas quoi, C++, système. Et puis après, vous voyez, en dernière colonne, par exemple, c'est même plus des valeurs textuelles, mais c'est un booléen qui est représenté sous la forme d'une checkbox pour dire s'il a reçu son diplôme ou pas. Donc on peut imaginer que c'est pas le cas, mais on est une application comme ça pour gérer vos notes. Alors qu'est-ce que je dois pouvoir faire ici, par exemple, je sais pas, je dois pouvoir, j'imagine, je peux décider qu'un étudiant est diplômé ou pas. Hop. En cliquant dessus. Donc ça, c'est des champs éditables. Je ne sais pas si je peux modifier une note. Ah si, je peux décider que l'étudiant de nom, de numéro 10093, comme il est sympa, je lui fais passer sa note de 4 à 14. Voilà. Et puis je dois pouvoir trier les choses. Vous voyez que je peux trier par exemple la colonne C++. Donc vous voyez, quand j'ai cliqué sur l'intitulé de la colonne, ça, j'ai obtenu un tri dans un certain ordre. Bien sûr, si je trie dans l'autre sens, enfin si je reclique sur l'intitulé de la colonne, il est trié dans le sens descendant. Je peux faire la même chose, je peux avoir en tête que tous les diplômés ou pas. D'accord? Bon, ce genre de fonctionnalité. C'est quand même très pratique, hein. Si vous voulez refaire ça à la main, vous allez ramer, hein. Donc comment est-ce qu'on obtient ça? Et puis simplement la petite chose qui est peut-être qui a été faite ici aussi, c'est que certaines cellules, vous voyez, celles-ci sont en vert, celles-ci sont en bleu, etc. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Des champs éditables, des champs triables, enfin des colonnes triables, des champs éditables, et puis différentes apparences pour certaines cellules. Bon, bah, il faut paramétrer JTable, ça prend un certain temps. Hein, c'est pas un travail négligeable, mais il vous en coûtera moins d'apprendre à utiliser les JTable que d'essayer de refaire ça par vous-même. Alors, bon, alors la première chose, c'est, je vous ai dit d'abord, la première chose, c'est il vous faut un modèle. Hein, il vous faut un modèle de données. Bon, alors j'ai représenté ça bêtement. D'abord, j'ai représenté un modèle pour une ligne, donc ce que j'avais appelé un étudiant. Donc il a un nom, il a 2 notes, et puis il y a un booléen pour dire s'il est reçu ou pas. C'est ce que vous avez vu. Ça vous pose problème? C'est pas très joli. Ah bon? Pourquoi? Ouais, mais là, si, ça marche, hein. Vous avez pas vu tout à l'heure, il y avait d'autres trucs avec des accents, hein. Personne m'a rien dit. C'est la CDI qui vous trouble. Bah oui, en Java, vous avez le droit à l'UTF-8 pour les identificateurs, hein, donc j'y vais. Non, ça pose pas trop de problèmes sur les méthodes ou les attributs. Là où ça commence à vous poser des problèmes, c'est sur les classes. La remarque, pardon, de vos camarades, c'est que j'utilise parfois des caractères accentués, enfin autre chose que des caractères ASCII de base. Donc là, j'ai un CCDI. Puis tout à l'heure, j'avais un autre truc qui porte un accent aigu. Et ils me disent, ah, faut pas faire ça. Bah, en fait, ça marche très très bien sûr, puisqu'en Java, vous savez que les identificateurs supportent l'UTF-8. Non, l'Unicode, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis UTF-8. Les identificateurs peuvent incorporer n'importe quel caractère Unicode, donc évidemment les caractères accentués. Le seul problème que ça pose, c'est éventuellement sur le nom des classes, parce que le problème, c'est que si vous nommez une classe avec un caractère accentué, ça veut dire que votre système de fichiers doit supporter correctement les caractères accentués. Pour le reste, aucun problème. Voilà, donc je réponds rapidement à vos camarades. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Ne mettez pas d'accent dans vos codes sources, c'est tout. Bon, c'est juste pour m'amuser, de temps en temps je le fais, ça me fait rire. Mais c'est pas très intéressant.
Alors, en tout cas, j'ai un modèle d'étudiant, un nom, deux notes, et puis donc deux entiers qui sont des notes, et puis un booléen. Et puis, vous voyez, des choses, voilà, quand je crée un étudiant, je lui attribue un nom, ses deux notes, et puis un calcul automatique pour savoir s'il est reçu, c'est la moyenne des deux notes plus grande que 10. Mais comme vous avez vu, ce champ-là est éditable, donc je pourrais, au vu de la photo de l'étudiant, décider si je le reçois ou pas. Et puis simplement, j'ai quelques accessoires tout bêtes, hein. Je peux modifier la note d'un étudiant, bien sûr, arbitrairement. Pareil aussi son statut, s'il est reçu ou pas. Je ne peux pas modifier son nom, je considère que ça c'est un attribut read-only. Et puis je peux récupérer son nom, ses notes, et puis savoir s'il a été reçu ou pas. Donc ça c'est très simple, c'est le modèle d'un étudiant. Maintenant le modèle de ma table, ça c'est autre chose. Le modèle de ma table, c'est l'ensemble des étudiants. Hein? Donc le modèle de ma table, c'est une sous-classe de Abstract Table Model que j'ai créé moi, et puis que j'ai rempli. Hein, donc j'ai créé 30 étudiants au hasard, ça n'a aucune importance, j'ai tiré des notes au hasard. Hein. Voilà. Donc j'ai attribué un nombre pour l'étudiant, en fait c'est un numéro. J'ai tiré un nombre au hasard pour chacun de ces deux cours là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Bah, simplement mon table model, il faut qu'il réponde à certains protocoles. Notamment, eh bien, pour que la JTable s'affiche correctement, elle doit pouvoir savoir, quand vous lui associez un modèle, vous dire, ah mais il faut combien de colonnes? Alors il interroge le modèle, il dit, il y a combien de colonnes dans le modèle? Et le modèle répond. Ici, le modèle, il répond, il y a 4 colonnes. J'affiche le nom, les deux notes, et puis s'il est reçu ou pas. Le modèle, il pourrait répondre des choses différentes. Hein. À un certain moment, il donne que 3 informations. Quand toutes les notes sont remplies, tout d'un coup, il en donne 4 parce qu'il y a... etc. Donc ça peut être quelque chose de dynamique, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de nécessité à ce que le modèle réponde tout le temps le même nombre de colonnes et les mêmes colonnes. Ça dépend des moments. Hein. Bon, ici, j'ai décidé qu'on voyait tout le temps. Donc il répond toujours 4 colonnes. Pareil, hein, à un certain moment, on demande, le JTable a besoin de savoir, tiens, mais il y a combien de lignes? Donc il pose la question, il interroge le modèle, il y en a combien? Ah, il répond, ici j'en ai autant que d'étudiants. Et puis il a besoin aussi, la JTable, pour afficher un label à chacune des colonnes. Hein. Nom de points, je sais pas quoi, C++, de points, système, diplômé, etc. Eh bien simplement je réponds. Hein. Quand la JTable a besoin de savoir quel est l'intitulé de la colonne 0, ben, il m'interroge hein, en appelant getColumnName avec 0 et je renvoie ce qui va bien. Ok? Donc c'est pas très compliqué, c'est pas le modèle le truc le plus compliqué. Hein. C'est quand on va vouloir rendre les choses dynamiques, etc. Bien sûr, hein, il y a aussi tout le protocole qui va bien sur maintenant, ok, très bien. Il sait combien il y a de lignes, il sait combien il y a de colonnes. Il connaît l'intitulé des colonnes, maintenant il faut remplir tout. Hein. Donc évidemment, la JTable va finir par m'interroger en me disant, mais ok, il y a quoi dans la case, dans la 3e ligne et la 4e colonne? C'est quoi la valeur? Alors je renvoie. Hein. S'il me demande pour la ligne de numéro ligne, eh bien, je vais chercher l'étudiant indiqué par là, et puis je réponds pour la colonne donnée. Hein. Voilà. Rien de bien mystérieux. Et puis, bien sûr, la JTable, hein, rappelez-vous tout à l'heure, elle peut avoir besoin de savoir si certains champs sont éditables ou pas. Alors, par exemple, c'est vrai que je n'ai pas fait l'expérience tout à l'heure, mais si je refais l'expérience, tout n'est pas éditable dans la table. Par exemple, je peux éditer le diplôme, je peux éditer la note de C++, je peux éditer la note de système, mais je ne peux pas éditer le nom de l'étudiant. Je double-clique, il ne se passe rien. Si je double-clique sur une note, je passe en mode d'édition. Si je double-clique sur système, voilà. Et si je sélectionne ici, je peux modifier, attribuer des choses pour l'étudiant. Le nom n'est pas éditable. Bon, bah pour ça, il faut quoi? Eh bien, il faut que le modèle réponde. Hein. Donc, quand la JTable a besoin de savoir si une colonne est éditable ou pas, une cellule, hein, bah, simplement, il me pose la question, il me dit, tiens, la cellule machin, est-ce qu'elle est éditable, oui ou non? Donc, si je veux en rendre une non éditable, bah, hein, je réponds faux ou vrai selon mes besoins.
Alors ça permet quoi? Ça veut dire que... Alors, pourquoi est-ce que j'ai une autre méthode, la getColumnClass? Ah, ça c'est utile pour JTable, justement, notamment pour l'édition ou pour le rendu, ça va lui servir. Il a besoin de savoir quels sont le type de valeurs qui sont rangées dans les colonnes, la JTable, parce qu'elle va faire des actions différentes. Donc pour chaque colonne, elle va me dire, ah mais c'est quoi le type d'objet qui est contenu dans une cellule de cette colonne-là? Alors je suis obligé de lui répondre la classe correspondant aux valeurs qui sont contenues là-dedans. Donc probablement je renvoie string, l'objet classe correspondant au string pour la colonne 0, et puis pour les deux colonnes suivantes, j'envoie la classe integer, et puis pour la dernière colonne, la classe boolean. Alors pour l'édition, toujours pareil, on est dans le modèle. Donc comme ça, le JTable va pouvoir faire des choses. L'autre chose que peut faire la JTable, c'est que bien sûr, si elle m'autorise à modifier des valeurs dans certaines colonnes, eh bien, c'est pour modifier le modèle. Donc il me faut des méthodes dans le modèle pour recevoir des nouvelles valeurs qui ont été saisies dans la JTable. Donc j'ai setValueAt qui me donne une valeur typée, bien sûr, pour une ligne et une colonne. Donc si je reçois pour la colonne 1 ou la colonne 2, je sais que la valeur c'est nécessairement un entier, donc je la convertis. Et puis si c'est la dernière colonne, la valeur qui est reçue c'est un booléen. Donc je la convertis, puis j'en profite pour modifier ce qui correspond à l'étudiant. L'étudiant étant indiqué par la ligne. Vous voyez que pour la colonne 0, de toute façon c'est un champ non éditable, donc je fais rien. J'ai juste mis pour le plaisir ici, mais colonne ne vaudra jamais 0, ça n'est pas une colonne éditable. Alors ça, si vous avez juste fait ça, vous créez une JTable, il suffit juste de donner le modèle à la JTable. Donc regardons comment l'interface est fabriquée. Mais j'ai créé une table modèle. Et puis simplement, ici on a associé à la JTable, donc une JTable, une table modèle, et on a associé à la JTable le modèle qui va bien. Donc j'ai fait un set modèle. Maintenant, la JTable va afficher ça, elle va interroger combien il y a de lignes, combien il y a de colonnes, qu'est-ce qu'il y a comme valeur, blablabla. Et elle sait comment faire pour afficher les booléens, les bidules, les machins. Bon, maintenant il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr. Il y a les histoires de tri, etc. Alors, comment est-ce que j'ai géré ça? Il y a aussi une autre opération que j'ai effectuée, vous n'avez pas forcément vu, mais on va le faire ici. Quand je vais regarder le code exécuté, il y a une petite opération qui était effectuée ici. Dans le menu, vous voyez que je pouvais activer une opération de filtrage. Je peux vouloir à un certain moment ne pas tout afficher de la table. Alors je ne sais plus ce que fait le filtre, là on va bien voir, je vais filtrer. Mais simplement, je ne verrai apparaître qu'une sous-partie de la table. Par exemple, je peux décider de ne voir apparaître que les étudiants reçus, ou ceux qui ont eu une sale note en je ne sais pas quoi. Donc je peux avoir des filtres pour les données visualisées. Dans mon modèle, toutes les données sont là, mais à un certain moment, je ne vois apparaître que certaines colonnes, que certaines lignes, selon certains critères, et en plus triées avec encore d'autres critères. Donc j'ai les critères de tri, mais j'ai aussi les critères de filtrage. Je pense que le filtre, là, il ne me fait apparaître que ceux qui ont eu une note supérieure à 10 en C++. Visiblement, c'est ça. Parce que quand j'active le filtre, je vois que des notes supérieures à 10 en C++. Donc quand j'enlève le filtre, je les vois tous. Bon, bah alors, on va regarder ces choses-là. C'est ce qui traîne dans le reste du code. Alors, eh ben, j'ai créé ces différentes choses. Alors bien sûr, je vais avoir des trieurs de colonnes. Et puis, je vais avoir un filtre quelque part. Regardons déjà le filtre. Alors le filtre, il va être accessible via un menu. Donc le menu, regardons comment est-ce qu'il fonctionne. Je vais faire CTRL-L, hop, pardon. Donc le menu filtre, l'option de menu filtre, en fait, il déclenche ce petit bout de code. Donc c'est ce bout de code-là qui est intéressant. Donc vous voyez que si j'active le filtre, eh bien je vais associer
le filtre correspondant, et puis si jamais j'ai désactivé l'option, bien sûr, je mets un filtre nul, donc il n'y a pas de filtrage. Et que fait ce filtre? Donc, il faut simplement que je regarde l'objet RF, à quoi il correspond. Donc c'est un raw filter. Hein, donc le raw filter, il est créé ici. Je vais y arriver. Ok. Et qu'est-ce que j'ai associé? Eh bien, en fait, j'ai créé un filtre préexistant. Donc il y a bien sûr toute une collection de filtres déjà existants. Vous pouvez créer le vôtre, mais si vous voulez créer des filtres sur des nombres, bah, ça existe déjà. Donc simplement, j'ai instancié un filtre qui permet de trier des nombres, et puis j'ai mis les critères adéquats. Donc me demandez pas, mais j'imagine que ça veut dire plus grand ou égal à 10. Donc la comparaison, c'est tout ce qui est après strictement la valeur 9, et puis je ne sais pas à quoi correspond le 1 ici, mais si, c'est pour la colonne. Je trie la colonne 1 seulement. Donc ça me crée un filtre automatique qui ne garde des données que les objets pour lesquels la colonne 1 a une valeur plus grande strictement que 9. Donc je garde tous ceux qui ont été reçus en C++. Bon, bien sûr, hein, j'aurais pu faire une sous-classe moi-même des raw filters et créer moi-même le filtre avec un algorithme. Mais bien sûr, les tris de nombres ou ce genre de choses préexistent déjà, donc il n'y a pas de problème. Alors pour le tri des colonnes, hein, ça se passe ici. Vous voyez que ce que j'ai associé, ce sont des trieurs de colonnes, donc des row sorters, TRS. Alors le TRS, il a été créé où, le monsieur TRS? Il a été créé ici, j'ai une classe qui est mon trieur de colonnes. Alors mon trieur de colonnes, regardons la classe my, comment elle s'appelle? My table row sorter, voilà, qui est ici. Bah, il y a un peu de trucs techniques, mais il faut simplement que j'arrive à comparer les choses, c'est tout. Donc je dois pouvoir comparer les différents types dont j'ai besoin en fait. Donc il faut que je sache comparer. Alors ici, je compare les strings, ça va être l'objet comparateur qui va me permettre de comparer les noms et donc de trier selon les noms. Ça, c'est le comparateur pour les entiers, donc les colonnes 1 et 2, donc ça compare les valeurs en tant qu'entier. Donc il faut simplement que j'écrive la fonction compare qui va bien sur le bon type. Hein. Donc il faut que je renvoie les comparateurs qui vont bien instancier, donc c'est une méthode générique ici. Et puis pour les booléens, il faut que je définisse un tri pour les booléens. Vous décidez si true est plus grand que false ou false plus grand que true, ça n'a aucune importance. Ça, c'est le contrat des comparateurs. Hein. Rien de bien mystérieux. Bon, puis j'ai associé toutes ces choses-là. Alors, l'autre chose, ça peut être plus bizarre, je ne sais pas trop. C'est les histoires de colonnes, le rendu des colonnes. Hein, il y a des rendus différents pour les colonnes 1 et la colonne 0. Puisque la colonne 0, j'ai mis, je crois, fond vert, et puis la colonne 1, j'ai mis fond bleu. Alors ça pourrait être des choses plus subtiles, hein, j'aurais pu changer la police de caractère et faire des trucs divers et variés, ça n'a aucune importance. Là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Eh bien, c'est les lignes que vous trouvez ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, simplement pour les cellules qui correspondent à la colonne 1 ou à la colonne 0, eh bien, j'ai associé simplement un objet particulier qui fera le rendu. C'est la même idée que pour les UI, vous vous souvenez? Quand je crée un JButton, en fait, il fait presque rien le JButton. Hein. Il se contente pour la logistique des actions de faire tout avec le button modèle. Et pour le rendu, c'est un autre délégué qui est le button UI, qui lui est associé en fonction du look and feel. Voilà, c'est la même chose. Pour le rendu des cellules, eh bien, c'est pas la JTable qui s'en occupe. Pour les données, c'est réglé, c'est le table model. Pour le tri, c'est les row sorters, etc. Et pour le rendu des cellules, eh bien, à chaque type de cellule, vous pouvez associer un renderer, c'est-à-dire un objet capable de modifier le rendu d'une cellule. Donc j'ai deux renderers, un pour les notes, un pour les noms.
Donc j'ai créé deux classes spéciales qui seront les classes qui servent à obtenir le rendu pour une cellule de la colonne nom ou une cellule de la colonne note. Alors regardons ce que ça fait, hein, mais il n'y a pas de choses très mystérieuses, puisque j'ai fait vraiment des choses simples. Pour le nom, donc la colonne 0, vous voyez simplement que j'ai choisi une couleur de fond donc, qui était légèrement verte. Et puis en fait, un renderer pour une JTable, ça doit répondre à la méthode getTableCellRendererComponent qui reçoit plein de paramètres divers et variés. Je ne vais pas tout détailler, mais l'idée c'est que cette méthode doit renvoyer un composant. Bon, le pattern qui est caché derrière, s'il y en a qui sont curieux, c'est le flyweight qui est ici. Ce qu'on va employer, c'est du recyclage de composants. Alors pourquoi est-ce qu'on va employer du recyclage de composants? Bah, vous avez imaginé que vous ayez une JTable dont le modèle contient 1 million de lignes. C'est pas impossible. Le problème, c'est que vous n'allez pas créer 1 million de composants et ça multiplié par le nombre de colonnes. De toute façon, vous n'arriverez jamais à représenter 1 million de composants sur votre écran. Donc ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser des composants, juste les composants nécessaires, et c'est pour ça qu'on passe par ce type de méthode. Alors, simplement ce qu'on prend soin, c'est d'essayer justement de récupérer un composant s'il existe déjà et qui va bien. Donc là, je laisse le système Java me retrouver un composant. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau composant vraiment bizarroïde. Ce que je veux, c'est simplement prendre le composant par défaut, le paramétrer comme ça m'arrange. Donc je récupère le composant par défaut en appelant la méthode de la superclasse. Et puis simplement, je modifie ses caractéristiques. Donc j'ai changé la couleur d'affichage en noir. La couleur de fond, c'est légèrement vert. Et vous voyez qu'en plus, j'ai changé l'alignement horizontal pour les labels, pour le nom. Au lieu de caler à droite, vous avez vu que les notes sont toutes calées à droite. Hein. Eh bien, j'ai calé à gauche le nom. Bon, bah, c'est mon seul renderer qui a fait ça. J'aurais pu modifier la fonte ou je sais pas quoi. Pour la note, eh bien, les notes, j'ai décidé que c'était plutôt en bleu, le fond. Enfin, pour la note 1 d'ailleurs. Hein. Puisque ce renderer n'a été associé que pour les cellules de la colonne 1. Donc bleu, et puis l'écriture se fait en rouge, la couleur de fond c'est noir, et puis l'alignement, visiblement c'était center, j'ai pas fait gaffe, est-ce que c'était vraiment au centre? Oui. Ici les notes sont centrées au lieu d'être calées à droite. Bon, pas la peine de retenir l'intégralité de ces détails, mais il faut être conscient de ça. Un JTable, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut penser à ces histoires de découpage, de modèles pour le rendu, de recyclage de composants, de modèles pour les données, et puis d'associer éventuellement les tris et les filtres si vous en avez besoin. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui.